C'est un texte ici qui fait consensus depuis le début de son examen, la loi sur la transition énergétique défendue par Ségolène Royal. Beaucoup d'attentes, vous allez le voir, des professionnels du bâtiment sur ce texte plutôt ambitieux qui a été renforcé ici au Sénat. Explication avec Michael Spitzberg. En France, la consommation énergétique des habitations s'élève à 29 milliards d'euros. C'est 44% de la facture annuelle du pays. La loi de transition énergétique débattue au Sénat veut alléger cette ligne budgétaire et inciter à la réalisation de travaux de rénovation thermique. Les Français doivent apprendre à consommer moins. Dans cette maison de la banlieue parisienne, M. Thual fait réaliser un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Arnaud Bouillet, BC2E Diagnostic. Il s'agit de mesurer la consommation d'énergie du logement et de faire des recommandations pour l'améliorer. Dans mes améliorations que je vais vous remettre avec le rapport, je pourrais stipuler la mise en place d'un foyer fermé, voilà, d'une insert. Insert, donc on va avoir une cheminée complètement fermée. En France, 80% du parc national de l'habitat nécessiterait des améliorations thermiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des manques d'isolation au niveau des maisons. Beaucoup d'habitats sont équipés de fenêtres simple vitrage. Je pense que les gens, aujourd'hui, on a un coût d'énergie qui est assez maîtrisé au niveau du chauffage, que ce soit fuel, gaz ou électricité. Donc les gens se contentent aujourd'hui de payer leur facture d'électricité et de chauffage, mais qui ne se rendent pas bien compte des améliorations qu'on pourra ajouter. Pour y voir plus clair, un salon consacré à la rénovation de l'habitat existe depuis près de 10 ans. L'occasion de rencontrer les professionnels du secteur et de faire le point sur la jungle des aides financières accordées par l'État. En fonction de votre situation financière, en fonction de l'âge du logement, vous avez des aides qui vont vous soutenir. Alors, soit un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Vous avez aussi une TVA à taux réduit qui est à 5,5%, qui est intéressante parce que ça diminue quand même la facture. Vous pouvez également bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Des aides qui participent à l'enjeu écologique et financier que s'est fixé l'État. Diviser par 2 sa consommation énergétique d'ici 2050. Aujourd'hui, on est vraiment dans un objectif de réduire notre dépendance énergétique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre. On sait bien que ça passe également par la réduction de l'énergie consommée par les bâtiments. Donc il fallait faire quelque chose. Donc depuis quelques années, en effet, c'est vraiment un objectif fort du gouvernement de maîtriser cette consommation énergétique des bâtiments et donc on encourage beaucoup la rénovation. Si l'ambition du gouvernement est saluée, sa mise en œuvre laisse sceptique. En cause, l'enveloppe d'1,5 milliard d'euros mise sur la table jugée trop faible et l'accent mis sur les ménages à revenus modestes. Le pari qui est fait, c'est on veut aider assez majoritairement, uniquement les gens aux revenus les plus modestes. C'est logique comme démarche, mais c'est un risque. Comme ce sont ceux qui ont le moins d'argent, ça n'est pas sûr que ça fonctionne. Il aurait mieux valu aider, comme en Allemagne, tout le monde. C'est pour ça que c'est un vrai pari. Je pense que c'est une erreur. C'est là où je suis sceptique. Malgré ça, je n'ai pas touché à ce fameux chiffre ambitieux de dire qu'à partir de 2017, il faudra rénover 500 000 logements par an. J'y crois pas beaucoup. J'espère quand même qu'on y arrivera un jour, pas forcément en 2017. On estime aujourd'hui que 24 millions de logements nécessiteraient une rénovation thermique. Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP, vice-président de la commission Défense Affaires étrangères. Et vous revenez d'Égypte, vous étiez avec le ministre français, Jean-Yves Le Drian, lundi, mardi, pour cette fameuse signature, ces 24 rafales et cette frégate. Oui, c'était un grand moment pour la France et nous arriverons ainsi à respecter les projections du livre blanc qui fait qu'en 2016, la France ne commandera que 4 rafales, les autres devant partir à l'export. Et dès cette année, 3 rafales seront livrées comme la frégate avant le mois d'août, puisque le souhait du président Sisi, c'est que la frégate ouvre l'élargissement du canal de Suez et que les rafales puissent survoler le bâtiment. Donc un grand jour pour eux et pour nous. Après la signature de ce contrat historique, est-ce que la France va se sentir obligée d'intervenir en Libye comme le demande l'Égypte? Je crois que le problème est plus profond et ne concerne pas uniquement l'Égypte ou la France. On voit bien que le sud-ouest libyen est devenu un sanctuaire pour tous les terroristes qui viennent se ressourcer à l'abri de toutes les interventions d'État. Et contrairement à Daesh en Irak et en Syrie, qui est maintenant soumis aux frappes de la coalition, ceux du sud-ouest libyen vivent dans un calme absolu. Il est donc nécessaire qu'un jour on réfléchisse à une intervention aérienne certainement.
Je rappelle que Jean-Yves Le Drian parle de cette problématique depuis presque un an, en disant un jour, il y aura un problème en Libye, mais il est évident que la France ne fera rien dans le futur, si elle devait faire quelque chose, sans une demande des Nations Unies. Et vous savez que la France respecte toujours le droit international et elle n'intervient soit qu'à la demande d'un pays ami qui lui demanderait, et le gouvernement est plutôt complexe en Libye actuellement, avec 2 gouvernements, un reconnu, un qui l'est pas, et d'autre part des Nations Unies. Donc, le président égyptien qu'on a fait la demande d'ailleurs, qui demande cette résolution. Le président égyptien n'est pas lui-même partie prenante dans la Libye. J'ai vu que les Italiens s'étaient un peu avancés, puis ils ont fait machine arrière. Donc je crois qu'il faut attendre. Tout cela mérite de la réflexion, mérite que la diplomatie joue son rôle. Et de toute façon, on sait bien que si un jour il devait y avoir des frappes dans le sud-ouest libyen, ce qui ne réglerait pas pour autant les problèmes au nord de la Libye, ces frappes ne seraient que ponctuelles et ce n'est pas par une action militaire qu'on réglera le problème dans la durée. Il faut rétablir un gouvernement stable, ferme, en Libye, avec un développement économique lié à l'exploitation des champs pétroliers. Merci, Jacques Gauthier, d'avoir répondu en tout cas à ces quelques questions. Maintenant, direction l'Hérault, à Ganges, plus précisément, à la maternité Saint-Louis. La Cour des comptes vient de rendre un rapport sévère sur l'état des maternités en France, un rapport qui avait été commandé par la Commission des affaires sociales du Sénat. Reportage et explications avec Grégoire Lamarche. Théo a tout juste une semaine. Il est né jeudi dernier à la maternité de Ganges. Il fera partie des 820 000 naissances que la France enregistre en moyenne tous les ans. Avec 2 enfants par femme, les Françaises sont en tête du palmarès européen. Une médaille un peu terne, la mortalité périnatale survenant jusqu'à 27 jours après la naissance s'est dégradée dans l'Hexagone. Un rapport de la Cour des comptes commandé par le Sénat demande la fermeture des petites maternités qui ne sont pas conformes. 13 sont ainsi dans le collimateur. Les 13 établissements visés par le rapport ont 2 faiblesses. Situés en zone rurale, ils ont été maintenus au titre de l'exception géographique, avec une maternité à 45 minutes de voiture maximum. Et ils réalisent moins de 300 accouchements par an. Une faible activité qui ne permettrait pas de faire face à des urgences obstétriques. À Ganges, dans l'Hérault, la maternité était l'une des 13 ciblées. Mais selon son directeur, elle répond maintenant à toutes les normes, y compris en termes de personnel. La problématique de recrutement, notamment des gynécologues obstétriciens et des pédiatres, est amplifiée de par le caractère isolé de ces maternités de proximité comme la nôtre, qui font que, si vous voulez, aujourd'hui, pour arriver à obtenir un recrutement de 3 gynécologues obstétriciens, j'ai dû avoir des contacts avec à peu près 450 professionnels. Avec plusieurs freins à débloquer pour faire venir ces spécialistes, les questions d'immobilier, d'emploi du conjoint et de scolarité des enfants. Du côté des associations féministes, l'annonce d'éventuelles fermetures de maternités de proximité fait bondir. On entend parfaitement l'argument de sécurité et bien évidemment que la vie des femmes enceintes et des nouveau-nés est extrêmement importante. Mais on a peur que derrière ce rapport se cache ni plus ni moins qu'une volonté de fermer des maternités sur l'autel de la réduction des dépenses publiques. Avec d'autres craintes encore. On redoute 2 choses. Premièrement, les femmes vivant en zone rurale, puisque ce sont ces maternités-là qui sont visées. Qu'est-ce qui va leur arriver? Il n'y a pas d'alternatives qui sont proposées pour ces femmes. Deuxièmement, ce qu'on redoute, c'est une dégradation de la prise en charge des femmes enceintes tout le long de la grossesse et au moment de l'accouchement, avec la création de gros pôles de naissance qui sont ni plus ni moins que des usines. Une rationalisation qui pourrait s'accompagner d'une réduction de la durée du séjour en hôpital. En restant en moyenne 4,2 jours à la maternité, les Françaises dénotent par rapport à leurs voisines européennes. Mais pour le sénateur UDI Jean-Marie Wallenrenberg, à l'initiative du rapport, la situation n'est pas si alarmante. Le problème de ces maternités, elles ont été autorisées à une condition, c'est d'être aux normes de sécurité. Les normes de sécurité qui ont été fixées par un décret en 1998. Il n'y a pas question de fermer brutalement ces maternités. La seule question qui leur est posée, c'est comment allez-vous faire pour vous mettre aux normes. Avec ce rapport commandé il y a déjà 2 ans, le Sénat veut peser sur les prochaines grandes lois santé. Non pour fermer les petites maternités, mais les mettre aux normes. Depuis 1998, une maternité sur 5 a tout de même fermé. On arrive à la fin de ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi.
Pas de questions au gouvernement la semaine prochaine, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. On se retrouve donc dans 15 jours. D'ici là, bon après-midi sur France 3.